De se soumettre à un couvre-feu, mais pour ça il nous faut encore tous les détails de sa mise en application. Ce sera dans 45 minutes, un peu plus. Conférence de presse en direct sur LCI Midi. Jean Castex à la manœuvre au lendemain des annonces de Emmanuel Macron, plusieurs de ses ministres à ses côtés, pour savoir à quoi va ressembler une vie partiellement sous cloche pour 20 millions de Français samedi à la nuit tombée. Cette vie, elle va se suspendre, les rues se vider à Paris, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Rouen, le silence, l'isolement également contre un virus qui est toujours là. Comment est-ce que c'est perçu? Tiens, allons du côté de la Grand Place à Lille, Blandine Dalena. Alors écoutez, on a eu l'occasion de parler avec de nombreux Lillois et d'une manière générale, tous comprennent. Ce couvre-feu, c'est nécessaire selon eux afin de vaincre, ils l'espèrent, une bonne fois pour toutes ce virus. Mais vous le savez, Lille, c'est aussi une ville très festive avec beaucoup d'étudiants. Et écoutez, ils sont plutôt favorables aussi à cette mesure. Je vous propose de les écouter. Ça va devenir compliqué parce que c'est quand même une ville étudiante. Et puis sinon, je pense que c'est quand même une bonne chose. Ça va changer pas mal de choses. Enfin, du moins, j'espère. Parce que c'est pas marrant pour tout le monde le couvre-feu, notamment pour des gens qui finissent tard le soir, qui commencent tôt le matin. C'est vrai qu'on a tendance à faire la fête, un anniversaire, quoi que ce soit. 6 personnes, ça va très vite. C'est une mesure qui va effectivement peut-être permettre de diminuer la propagation du virus. Comme je suis guide conférencière et que j'ai des groupes parfois en nocturne, ça va encore pénaliser mon activité. Il y a des professions pour qui c'est difficile, mais je pense qu'il vaut mieux... J'ai lu ce matin qu'il y en avait qui disaient qu'ils se mettaient une balle dans le pied. C'est vrai que pour eux c'est compliqué, mais est-ce qu'il vaut mieux une balle dans le pied ou tout le monde à l'hôpital? Donc voilà, des Lillois plutôt compréhensifs, mais lorsque l'on leur parle du masque qui est recommandé dans le cercle familial ou amical, là, ils sont tous unanimes, ce n'est pas faisable selon eux. Merci Blandine Dalena, Alexis Tessier. Pas mal de bon sens dans ce qu'on vient d'entendre à votre micro, Blandine, Alexis. C'est pas marrant, mais on n'a pas le choix, vient de dire cette étudiante également du côté de Lille. Oui, on n'a pas le choix, surtout si on regarde les chiffres. Laura Pouget, on va les regarder en détail sur les grandes métropoles qui vont être visées par ce couvre-feu. Dressons un état des lieux avec vous, Laura. Oui, Adrien, on va commencer par Paris. Le taux d'incidence, nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, il y était de 277 il y a une semaine. Il est passé à 433 hier, vous le voyez, sur la courbe. Pour ce qui est du taux de positivité en Ile-de-France, il était de 12,3% il y a une semaine. Il est passé à 17% hier. Une nette augmentation qu'on lit sur les courbes, donc. Est-ce que la situation est la même à Marseille, par exemple? Eh bien, pas tout à fait. Je vous précise que pour la métropole ex-Marseille, je vais vous donner des chiffres hebdomadaires, car la RSPACA ne communique pas tous les jours. C'est ainsi. Taux d'incidence, métropole ex-Marseille, 271 la semaine du 5 au 11 octobre, contre 218 celle d'avant. Taux de positivité qui s'établit à 13,3% la semaine dernière, contre 11,6% celle d'avant. Les chiffres sont donc moins élevés qu'à Paris. Et l'augmentation moins vive, oui, mais il y a un mais. La tension à l'hôpital est très forte, plus forte qu'à Paris, car 47% des lits de réanimation des Bouches-du-Rhône sont occupés par des patients Covid, contre 44,6% à Paris. Pour vous donner un chiffre, il ne restait hier que 47 lits de réanimation disponibles dans les Bouches-du-Rhône, toutes pathologies confondues, Covid ou pas Covid. On focalise beaucoup sur Paris, sur Marseille. C'est là que les chiffres sont les plus mauvais? Non, les chiffres les plus dégradés, on les trouve à Saint-Étienne. Regardez, taux d'incidence 491, taux de positivité 20,7%. Et surtout le département de la Loire, 40,1% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Et puis un dernier chiffre, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes cette fois, 90% des lits de réanimation sont désormais occupés tout court, patients Covid ou pas Covid. Ça vous laisse une idée de la marge qui reste. Encore un élément, première vague, deuxième vague. Laura, est-ce qu'on a des éléments de comparaison? Est-ce qu'on peut mettre les choses en perspective par rapport à mars ou avril dernier? Ça dépend des chiffres. Hier, le pays a enregistré 22 591 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est un chiffre qu'on ne peut pas comparer avec ceux du confinement parce qu'on testait beaucoup moins au printemps. En revanche, il y a des chiffres qu'on peut comparer et qui nous rappellent de très mauvais souvenirs. Par exemple, 1673 personnes hospitalisées en réanimation aujourd'hui, c'est autant que le 22 mars, soit 5 jours après le confinement. 104 personnes qui sont décédées en 24 heures du Covid, c'est inédit depuis le 19 mai, soit une semaine après le déconfinement. Voilà pour ces chiffres qui nous racontent l'état des lieux. Merci beaucoup Laura Pouget, docteur Masmoudi. Sous certains aspects, on retrouve le phénomène de la première vague. Oui, parce que là, la première vague, il n'y avait que le Covid. Donc peut-être que les gens le comprennent. Pour le moment, on soigne le Covid et les autres. Donc le reste des places de réanimation sont pris par les autres patients qu'on a oubliés à la première vague. Et donc c'est pour ça que plus le taux d'occupation des lits de réanimation par les patients Covid, plus on va laisser les autres, c'est-à-dire les
les personnes qu'on a déjà oubliées la première fois, les patients qui nécessitent une réanimation derrière une réanimation, les accidentés de la route. Il y a toutes ces pathologies-là qui continuent à arriver aux urgences. Justement, sur les accidentés de la route, le confinement nocturne va sans doute peser sur, en bien. Dans le bon sens. Il y aura moins d'accidentés de la route vraisemblablement si on reste chez soi entre 21h et 6h du matin. Bien sûr, il a une incidence qui est importante parce qu'il y aura moins d'accidents de la route. C'est déjà ça, j'allais dire, parce que quand même, il y en a. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut faire les services d'urgence, ils sont aussi surchargés. On ne parle que de la réanimation, mais on a quand même actuellement des malades qui dorment sur des brancards par manque de lits. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir des lits dans des services de médecine pour un peu soulager un peu les services d'urgence qui sont complètement débordés et qui, je pense, que c'est déjà la première mesure à faire en attendant d'ouvrir des lits de réanimation qui prennent un peu plus de temps. La ressource humaine, il faut la chercher, peut-être rappeler les réservistes, rappeler certaines personnes qui ont changé le métier à cause de ces conditions de travail, peut-être avec un peu d'attractivité financière et surtout, parce qu'on parle que des finances, surtout les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles. Et surtout ça, si on améliore, il y a certaines choses qu'on peut les améliorer assez rapidement. Et je pense qu'on peut ramener d'autres qui ont changé de métier ces derniers jours. En attendant, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on n'a pas le choix, là, Olivier Mazerolle. Oui, non, mais encore une fois, on le disait tout à l'heure, le confinement, le couvre-feu plus exactement, c'est une forme de confinement. On peut toujours discuter. Moi, j'admire ceux qui certifient que ce n'étaient pas les bonnes mesures à prendre, parce que, je les admire, vous voyez dans quel sens? Oui. Parce que franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir à l'heure actuelle et comment ils se dépatouilleraient. Et on se le disait effectivement avec Valérie, tous les pays européens sont en train de prendre des mesures à peu près sensiblement de même nature, y compris les Allemands dont on pensait qu'ils étaient sortis d'affaires, y compris les Belges qui nous expliquaient il y a 15 jours qu'ils allaient alléger le port du masque à Bruxelles et qui se retrouvent aujourd'hui obligés de prendre des mesures draconiennes. Donc le problème pour moi, il ne se situe pas là, il se situe effectivement sur le plan de la santé. Ce qu'on peut regretter, c'est que le Ségur de la santé, finalement, on se demande... Alors, il a servi sur le plan des rémunérations, quand même, ça c'est incontestable, mais sur le plan de l'organisation de l'hôpital, il n'a servi à rien. L'hôpital refonctionne comme avant la crise de mars dernier. Ouais, c'est du long terme. Ça ne répond pas à l'urgence de la deuxième vague, malgré tout ce qu'a pu dire Olivier Véran quand il disait 12 000 lits seront débloqués, etc. Ça n'est pas matériellement possible, puisqu'il faut former des infirmiers à Non, mais d'accord, mais on peut l'organiser différemment, déjà. L'hôpital tel qu'il existe aujourd'hui. Or, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas assez de lits de réanimation, on ne peut pas réorganiser, on ne peut pas trouver le mode de fonctionnement de l'hôpital tel qu'il existait auparavant, avant mars, avant la crise de mars, a repris, non? Je me trompe? Oui, juste après le déconfinement, les anciennes méthodes, ils sont revenus assez vite et c'est pour ça que les soignants, ils sont un peu déçus. Je pense qu'il fallait faire la relance assez vite et la gouvernance médicale qui a très bien marché pendant la première crise Covid, juste au moment de déconfinement, on est revenu à une gouvernance administrative autoritaire qui a fait que les soignants, maintenant, ils ne veulent plus accepter vous êtes bien à un certain moment et 3 mois après, il faut travailler et de la rentabilité. Et je pense qu'on peut faire des choses. Au court terme, on n'a pas le temps d'attendre. Et d'autres choses, effectivement, il faut le prévoir. Mais il y a une urgence sanitaire qu'il faut régler. J'entends la situation de l'hôpital, elle est très importante. Mais il y a aussi là la vie quotidienne de beaucoup et de millions de gens qui va être bouleversée. Celle des soignants, elle est bouleversée depuis des mois. Ça, on le mesure et peut-être encore jamais suffisamment. Et d'abord, la question de ce couvre-feu. Denis Jacob nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police-CFDT. Vous allez avoir un rôle à jouer. Parce que de nouveau, on sent qu'on va devoir sortir avec des attestations. Ça en prend le chemin, là encore. C'est pour ça qu'on attend tous les détails de Jean Castex. Vous, ça suppose un aménagement des équipes. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, que plus de monde travaille le soir. C'est des choses auxquelles vous vous préparez ? On est un peu comme vous au moment où je vous parle. C'est qu'on attend un peu de savoir exactement, concrètement, comment ça va être organisé pour la police nationale. Alors, il y a les effectifs de nuit, mais les effectifs de nuit, il y a un débat actuel, vous le savez, ne sont pas suffisamment nombreux pour assurer une telle mission. Et je pense qu'on va se diriger comme ce qu'on a connu au mois de mars pour le confinement, c'est-à-dire une mobilisation notamment des forces mobiles de sécurité que sont les gendarmes mobiles et les CRS pour venir renforcer les effectifs de sécurité publique afin de faire respecter ce couvre-feu. Mais je pense aussi qu'on va être à nouveau dans une démarche pédagogique
comme on l'a été pour le confinement. On ne va pas arriver samedi soir avec le carnet de PV et puis verbaliser toutes les personnes. Je pense que ce serait contre-productif et la population, dans le contexte actuel sanitaire que l'on connaît, ne comprendrait pas que de but en blanc comme ça. Donc il va falloir faire de la pédagogie, réexpliquer à nouveau à la population, comme mes collègues l'ont très bien fait au mois de mars, de dire quel est l'intérêt pour eux et leurs familles de respecter ce couvre-feu. Puis après, si on a affaire aux personnes récalcitrantes, eh bien, elles seront verbalisées. Mais là aussi, il faut relativiser. Je rappelle que pendant le confinement, on a eu 21 millions de contrôles. Et sur les 21 millions de contrôles, on a eu moins d'1 million de verbalisations. Et votre reportage l'illustre très très bien. C'est que la grande majorité des Français comprennent les mesures qui sont prises. Et moi, j'ai confiance en la population dans le respect des consignes qui ont été annoncées. On rappelle, 135 € l'amende et 1500 en cas de récidive. Claire ? Non, vous disiez 21 millions de contrôles pendant le confinement, mais après, par exemple, à Marseille, de contrôle, lorsque les restaurateurs ont fermé, ils ont dit, il y a un certain nombre de nos collègues qui ne jouent pas le jeu, mais il n'y a jamais de contrôle. Alors, est-ce que c'est par manque de moyens ou est-ce que c'est parce que les policiers pensaient que ce n'était pas forcément leur rôle d'être derrière chaque terrasse? Alors, je ne pense pas que mes collègues pensent que ce ne soit pas leur rôle. Je pense surtout qu'ils ont beaucoup de travail. Parce que le couvre-feu, c'est comme la mesure de confinement. On doit appliquer les directives que l'on reçoit, mais à côté, il y a tout le reste de nos missions habituelles, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est quand même notre première mission et on est là pour qu'il y a une continuité de la sécurité. Ça s'ajoute à nos missions et forcément, quand on est appelé sur une bagarre, sur un différend, sur un accident, on ne va pas faire le contrôle des restaurants ou des bars pour voir s'ils sont fermés ou pas fermés. Nouvelles restrictions, les explications, les détails, c'est dans un peu plus d'une demi-heure. On va suivre ça bien sûr en direct dans LCI Midi, prise de parole de Jean Castex et de plusieurs membres du gouvernement. On va enfin comprendre exactement quelles seront les règles de ce couvre-feu, mais pas seulement, il y a d'autres enjeux, évidemment la vie à l'hôpital, comment on s'adapte, la question des tests, tiens, c'est aussi là on attend des détails, et puis la vie en entreprise, tiens, le télétravail, 2-3 jours de télétravail, ce serait bien. L'incitation, est-ce que ça suffit? On attend beaucoup de précisions, on va les avoir dans un peu plus d'une demi-heure. À tout de suite. – 13h31, c'est une crise sanitaire tentaculaire que nous traversons, sanitaire, mais pas seulement, politique, économique et même judiciaire. Dans une demi-heure, le Premier ministre livrera les détails, tous les détails de notre nouvelle vie, en particulier, je pense au couvre-feu qui va concerner 20 millions de Français. Le verdict approche. Hélène Bonnet, enfin des précisions après les annonces d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est l'objectif, répondre aux questions que se posent sûrement les Français sur la mise en œuvre de ce couvre-feu, sur les déplacements qui seront peut-être encore autorisés au-delà de 21h ou l'attestation qu'il faudra pour pouvoir le faire. Et à la manœuvre, c'est Jean Castex qui va y répondre en compagnie de 4 de ses ministres. Ils vont prendre la parole à tour de rôle pendant environ 1 heure. S'en suivront les questions des journalistes, forcément nombreuses. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le gouvernement se prépare activement à cette conférence de presse. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, participaient à une réunion à 12h30, une visioconférence avec plusieurs acteurs représentants de différents secteurs économiques, avec peut-être à la clé des ajustements jusqu'à la dernière minute. Réponse donc à 14h pour cette conférence de presse du gouvernement. Qu'on suivra avec vous au ministère de la Santé, Hélène Bonnet, Claire Cambier. Alors évidemment, on attend énormément de détails sur ce fameux couvre-feu. Je rappelle la règle de base, à compter de samedi, dès 21h, dans les grandes métropoles françaises, il faudra être rentré chez soi, sauf bonne raison. Tiens, couvre-feu, d'ailleurs, c'est un mot qui ne plaît pas du tout à Ségolène Royal, ça lui rappelle le vocabulaire des années 40. On ne peut pas à la fois utiliser un vocabulaire de guerre, parce que le couvre-feu, c'est pas le bon mot? Je crois pas. Pourquoi? Parce que le couvre-feu, c'est le vocabulaire de la guerre de 40. Couvre-feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait aussi éteindre les lumières. Couvre-feu, le feu, c'est la lumière. Non, ça sert à rien de dramatiser par le vocabulaire. Et couvre-feu, c'est la privation des libertés et c'est le contrôle individuel et social et c'est la répression. Or là, de quoi on a besoin? On a besoin de soins, on a besoin de bienveillance. Il faut que les contrôles qui soient faits dans la rue soient faits avec bienveillance. Voilà, le couvre-feu, c'est la privation de liberté, dit Ségolène Royal. Mon commentaire et patati et patata. Voilà, ça va, je veux dire. Bon. Mais on ne peut pas aller au-delà de patati patata. Non, mais on va essayer quand même avec l'avocat pénaliste Carbon-16. Et après, je vous donne la parole, Olivier. Carbon-16, bonjour. Est-ce que le couvre-feu est une forme de privation de liberté à laquelle il faut bien se préparer et puis il faudra bien se soumettre?
Écoutez, la privation de liberté, elle est un fait. Là. Le tout, c'est de savoir si elle est justifiée ou non. Mais si vous permettez un mot par rapport au son que je viens d'entendre de Ségolène Royal, le problème du couvre-feu, c'est pas la sémantique de la Deuxième Guerre mondiale. Le problème du couvre-feu, c'est qu'il n'a aucun fondement juridique. Voilà, c'est ça. C'est que le couvre-feu est un terme générique qui permet d'échapper à une qualification juridique puisqu'il n'existe pas dans le corpus juridique français de notion de couvre-feu. Alors, pour vous répondre, la question qui se pose avec les nouvelles dispositions qui sont prises par le gouvernement, c'est en matière de liberté, comment sont-elles prises? Pourquoi sont-elles prises par décret et pas après un débat parlementaire? Parce qu'on avait le temps de l'organiser, ce débat parlementaire. Hein. On est déjà mi-octobre, s'agissant d'une deuxième vague qui existe depuis le mois de septembre. Or, le Parlement ne se réunira pas avant 15 jours. La deuxième chose, c'est de savoir si les exigences communes en matière de liberté publique et légale, c'est-à-dire est-ce que la mesure est nécessaire, est-ce qu'elle est adéquate et est-ce qu'elle est proportionnée. Alors, sur sa nécessité, il y a déjà un premier enjeu, c'est précisément les divergences du corps médical quant à sa nécessité. Divergence sur les mesures à prendre, hein. Beaucoup disent qu'il faudrait mieux amplifier les tests plutôt que de reconfiner, même partiellement. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se fonde sur l'exemple guyanais, mais d'abord, est-ce qu'on peut nous certifier que c'est le confinement partiel en Guyane qui a fait baisser le taux de contamination? Et deuxième chose, de toute façon, dans l'hypothèse la plus favorable, qui serait de dire oui, absolument, ce dont les médecins visiblement doutent, c'est de bien observer que le confinement en Guyane n'avait rien de commun avec le confinement partiel que nous connaissons dans ses dispositions les plus pratiques. Oui. Par exemple, l'intégralité du week-end. Oui, dites-moi. Oui, dans un premier temps, effectivement, ça a concerné l'intégralité du week-end. Mais bon, il semblerait quand même que sur la Guyane, docteur Masmoudi, on puisse dire que le couvre-feu a eu un impact sanitaire. Ah oui, c'est un impact très net en tout cas. Hein. Mais après, je ne veux pas rentrer dans la sémantique comme on dit, mais en tout cas, il faut être pragmatique. La situation sanitaire, elle est tendue, il faut prendre des décisions et il faut rassurer nos concitoyens. Il faut peut-être utiliser des termes simples pour qu'on puisse passer cette période très difficile tous ensemble. Couvre-feu, c'est un terme simple pour vous, clair en tout cas. Oui, il est clair. Je pense qu'il faut nommer les choses et être clair parce qu'on a dit que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas confiance. Donc il faut utiliser des termes simples et clairs. Et après, chacun il a une sémantique, c'est Ségolène Royal. Bon, il fallait qu'elle... Voilà, mais en même temps, je veux dire, c'est le couvre-feu, c'est-à-dire rentrer chez soi à 9h et ne pas sortir jusqu'au lendemain. J'entends les restrictions juridiques de Maître Cèze que nous venons d'entendre, mais demander un débat parlementaire en disant il y en a un que dans 15 jours, etc., je crois que ça rentre en collision avec l'urgence sanitaire que vous nous avez décrite et que la plupart de vos collègues nous décrivent. Donc, est-ce qu'on peut se dire que parfois, Maître Cèze, le temps juridique n'est pas celui du temps sanitaire? Carbon 16. Bien sûr, vous avez raison. Mais il y a plusieurs temps juridiques. Il y a le temps juridique du législateur. Et rien n'interdisait de mener ce débat devant la représentation nationale, ce qui aurait assis de façon incontestable la prise de décision. Vous savez que dans les États de droit, il y a des degrés d'arbitraire qui sont plus ou moins admis. Bon, et là, on ne peut pas dire qu'on a découvert l'urgence. La deuxième chose, le deuxième temps juridique, c'est le temps du juge après celui du législateur. Et le temps juridique du juge est déjà intervenu sur les mesures de confinement et pas les juridictions les moindres puisqu'il s'agit du Conseil d'État. Et que le Conseil d'État, dans les 3 éléments que je vous indiquais tout à l'heure, la nécessité, l'adéquation et la proportionnalité, a remis en cause dans plusieurs décisions la proportionnalité des mesures quand les maires prenaient exactement ces mesures-là, c'est-à-dire celles des confinements partiels. Donc ce n'est pas une question absurde qu'on est en train de se poser, ce n'est pas le barreau hors sol qui s'exprime, c'est une question citoyenne avec l'immense préoccupation en matière de liberté publique. Elles sont difficiles à conquérir et quand elles reculent, le retour à la normale nous garantit-il le retour vers les libertés telles qu'elles sont comprises en France depuis que nous sommes un État de droit? Rien
rien n'est garanti à ce stade, et notamment parce que les décisions sont prises par décret au lieu d'être débattues. Merci beaucoup, Maître Carbon-16. Absolument, pour prolonger à 6 semaines. Voilà, donc, parce qu'aujourd'hui, c'est 4 semaines. Il va avoir lieu ce débat. Ce débat, il avant aura lieu. fin octobre. Absolument. Denis Jacob, Ségolène Royal, elle dit aussi de la bienveillance. Bon, vous, samedi soir, vous nous le disiez, mais vous n'allez pas nous mettre, si on est dehors à 21h15 et que je vous croise, vous n'allez pas me mettre une amende de 135 €? Je ne pense pas. Je pense qu'on va déjà procéder à votre contrôle et à vous expliquer l'intérêt qu'il y a de ne plus être dans la rue à 21h. Je le disais tout à l'heure, on va faire preuve de pédagogie comme on l'a fait au moment du confinement. Et par rapport à ce que disait l'avocat pénaliste, la polémique ou le débat que l'on a aujourd'hui sur juridiquement le couvre-feu ou pas, on l'a eu quand on a parlé du confinement en disant c'est une atteinte à la liberté, les gens n'ont plus le droit de sortir. Mais en tous les cas, les gens ont respecté la consigne et on a vu que ça avait un effet sur la situation sanitaire. L'objectif annoncé par le président de la République hier soir, c'est exactement le même. Après, bien évidemment que nous, on va faire notre travail, mais je me répète, on ne va pas venir samedi à minuit avec notre carnet de timbre-amende et verbaliser toutes les personnes qu'on va croiser dans la rue. Je ne pense pas que ni mes collègues, ni le politique aient la volonté d'agir en ce sens. En tous les cas, ce serait très mal compris, une fois de plus, par nos concitoyens. Moi, je pense que ce débat sur les libertés, on va quand même pas pouvoir en faire l'économie. On sent qu'après le confinement et l'acceptation générale, semble-t-il, des Français qui ont terriblement bien respecté le confinement, le relâchement ou l'exutoire, la jubilation de l'été, etc. Et revenir là, on sent déjà que ça tend dans certains cénacles politiques, mais pas seulement politiques, associatifs, etc. Il va y avoir un débat sur les libertés. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Et il faut qu'il ait lieu, parce qu'il ne faudrait pas que, sur la base de cette situation sanitaire, on laisse croire à nos concitoyens qu'on est en train d'instaurer un État policier. En tous les cas, c'est pas le souhait de mes collègues, c'est pas le souhait de moi en tant que syndicaliste, et je pense que au sein de l'institution, on partage tous la même analyse sur cette situation. Et on attend là encore une fois dans une vingtaine de minutes, si vous nous rejoignez, savoir par exemple avec quelle attestation on pourra sortir, si on doit sortir, quelles seront les règles, quelles conditions pour pouvoir sortir après 21h. Tout ça, ça mérite d'être précisé. Encore une fois, on le dit souvent, le diable se niche dans les détails, mais il y a une foule de détails à régler quand on met en place ce genre de couvre-feu. Tiens, j'aimerais qu'on revienne sur une petite phrase prononcée hier par Emmanuel Macron. Pas simple aujourd'hui d'avoir 20 ans.